Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de spécialité SVT. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du programme, le cerveau. Pour bien comprendre, imaginez un orchestre symphonique. Vous avez des dizaines de musiciens, tous experts de leur instrument, qui jouent une partition hyper complexe, mais à la perfection. Eh bien, le chef d'orchestre qui permet cette harmonie incroyable, c'est notre cerveau. C'est lui qui coordonne absolument tout, de la pensée la plus profonde au geste le plus anodin. Mais alors, la question qui se pose, et c'est la problématique qui va nous guider, c'est comment est-ce que cet organe, avec ses quasi 100 milliards de neurones tous connectés les uns aux autres, comment fait-il pour produire un mouvement aussi simple que, disons, prendre un stylo? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, pour comprendre comment fonctionne l'orchestre, la première étape, c'est de rencontrer les musiciens. On va donc commencer par zoomer, aller voir au niveau microscopique, à l'échelle des cellules qui composent notre cerveau. Et là, attention, première idée reçue qu'il faut absolument corriger. Non, le cerveau n'est pas fait que de neurones. Bien sûr, les neurones, ce sont un peu les stars, ce sont eux les messagers qui transportent l'information électrique. Mais pour fonctionner, ils ont besoin de toute une équipe de soutien, bien plus nombreuse d'ailleurs, les cellules gliales. Sans elles, les neurones ne sont rien. Et ce qui est génial, c'est que cette équipe de soutien, elle est ultra spécialisée. On a d'abord les astrocytes qui sont là pour nourrir et protéger les neurones, un peu des gardes du corps. Ensuite, il y a les oligodendrocytes. Eux, leur job, c'est de fabriquer la gaine de myéline. C'est une sorte d'isolant électrique qui va permettre au message nerveux de foncer à plus de 100 mètres par seconde. Et enfin, on a la microglie, qui est tout simplement le système immunitaire du cerveau. Une vraie petite armée au service des neurones. Bon, maintenant qu'on connaît les différents acteurs, changeons d'échelle. Comment est-ce que tout ce monde travaille ensemble pour passer d'une simple intention, je veux attraper mon téléphone, à un mouvement volontaire? Quelle est, en gros, la chaîne de commandement? Eh bien, la séquence, c'est d'une logique implacable. Ça se passe en 3 temps. D'abord, la planification. Dans les aires prémotrices, le cerveau prépare le plan d'action du mouvement. Deuxième étape, l'exécution. Là, c'est le cortex moteur primaire qui donne le feu vert, il envoie l'ordre. Et enfin, troisième étape, la transmission. Le signal électrique file le long des neurones jusqu'aux muscles qui vont se contracter. Planifier, exécuter, transmettre. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on sait tout ça? Principalement grâce à une technologie que vous connaissez, l'IRM fonctionnel, l'IRM-F, qui nous permet de voir le cerveau en direct. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il existe une véritable carte de notre corps dans notre cerveau. Et là, attention, un point crucial pour le bac, cette commande est contralatérale. C'est un mot un peu barbare pour dire que c'est croisé. L'hémisphère gauche de votre cerveau commande la partie droite de votre corps et vice-versa. Cette carte est tellement spéciale qu'on la représente souvent sous la forme de cet homunculus moteur, ce petit bonhomme un peu difforme. Pourquoi difforme? Parce que la taille de chaque partie du corps est proportionnelle à la surface du cerveau qui la contrôle. Regardez la taille des mains et du visage, c'est énorme. Et ça explique parfaitement pourquoi on a une dextérité incroyable avec nos doigts pour taper un message, et beaucoup moins avec notre dos par exemple. On a vu le grand commandement, mais maintenant, zoomons sur le tout dernier maillon de la chaîne, celui qui donne l'ordre final aux muscles. C'est le motoneurone. C'est le neurone qui est en contact direct avec la fibre musculaire. Et son rôle, il est absolument fondamental à comprendre. C'est un intégrateur. Imaginez ce motoneurone comme un chef de projet qui reçoit en permanence des milliers d'emails. Certains lui disent « go, contracte », d'autres « stop, attends ». Son travail, c'est de faire la synthèse de tout ça pour prendre une seule et unique décision. On y va ou on n'y va pas. Et comment il fait ce calcul? Grâce à 2 phénomènes que vous devez maîtriser pour le bac, la sommation spatiale et la sommation temporelle. La sommation spatiale, c'est quand il additionne des signaux qui arrivent de plein d'endroits différents en même temps. La sommation temporelle, c'est quand des signaux très rapides arrivent du même endroit. En gros, il fait constamment l'addition de tous les plus et de tous les moins qu'il reçoit pour décider s'il déclenche ou non le potentiel d'action. Ça, c'est une compétence expliquée qui est vraiment essentielle. Bon, on vient de voir à quel point cette mécanique est bien huilée. Et souvent, une des meilleures façons d'apprécier la complexité d'un système, c'est de regarder ce qui se passe quand il tombe en panne. On va donc aborder maintenant quelques pathologies neurologiques. La question est donc, qu'est-ce qui se passe quand cette communication si précise, si rapide est perturbée? Pour y répondre, on va prendre 2 exemples clés du programme, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Commençons par la sclérose en plaques, la CP. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le propre système immunitaire de la personne se trompe de cible et attaque son propre corps. Et sa cible ici, c'est la gaine de myéline. Oui, cette fameuse gaine fabriquée par les oligodendrocytes qu'on a vue au début. Le système immunitaire la considère comme un ennemi et la détruit petit à petit.
Et la conséquence, elle est directe et radicale. Regardez ce graphique. La vitesse du message nerveux s'effondre. On peut passer de 100 mètres par seconde à moins de 10. C'est une chute de 90%. L'information est ralentie, elle est brouillée, et parfois elle n'arrive même plus à destination. On comprend tout de suite mieux pourquoi des troubles moteurs et sensoriels très lourds peuvent apparaître. Deuxième exemple, la maladie de Parkinson. Là, le problème est complètement différent. Ce n'est plus un problème de câblage, de conduction du message, c'est la mort lente et progressive d'un groupe de neurones bien précis, ceux qui produisent la dopamine, un messager chimique essentiel pour contrôler nos mouvements. Et ces neurones se trouvent dans une toute petite région du cerveau qu'on appelle la substance noire. Ce tableau, c'est un super outil de révision pour bien fixer les idées. Pour la sclérose en plaques, la cause, c'est la destruction de la myéline, donc c'est un problème de conduction du signal. Pour Parkinson, la cause, c'est la mort de neurones, ce qui entraîne un manque d'un neurotransmetteur, la dopamine. Les causes sont différentes, les mécanismes sont différents, et donc, logiquement, les symptômes aussi. Après avoir vu ces pathologies, on va terminer sur une note beaucoup plus optimiste, mais surtout sur un concept absolument fondamental en neurosciences, l'incroyable capacité de notre cerveau à se modifier, à s'adapter et même à se réparer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un cas clinique réel et assez spectaculaire. On a suivi par IRM le cerveau d'un patient qui a reçu une greffe de main. Au début, 10 mois après, on voit que quand il essaye de bouger sa nouvelle main, l'activité dans son cerveau est très diffuse, un peu désordonnée. Le cerveau cherche. Puis, au fil des mois, regardez, l'activité devient de plus en plus précise, de plus en plus focalisée, jusqu'à ce que 26 mois plus tard, la carte motrice de cette nouvelle main soit parfaitement recréée. Le cerveau s'est littéralement réorganisé, il a recablé ses circuits. Cette citation résume parfaitement l'idée. Il faut vraiment sortir de l'image d'un cerveau figé une fois l'enfance terminée. Non, c'est un organe vivant, dynamique, qui se reconfigure en permanence, chaque jour, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. C'est le fondement même de l'apprentissage, mais aussi de la récupération après une blessure. Bien, nous arrivons au terme de ce parcours. Il est maintenant temps de synthétiser les points vraiment essentiels, et surtout de voir ce qu'on attend de vous pour l'épreuve du bac de spécialité SVT. Voici votre checklist de réussite. Pour le bac, il faut être capable de raisonner, par exemple sur des documents comme une IRMF pour trouver une aire motrice. Il faut être capable d'expliquer un mécanisme précis, comme le rôle intégrateur du motoneurone avec les sommations, et enfin, il faut savoir argumenter, c'est-à-dire mobiliser vos connaissances, des exemples pour défendre un concept, comme celui de la plasticité cérébrale. Et pour finir, je vous laisse avec une question ouverte. On a vu que notre cerveau peut se réorganiser pour surmonter des lésions vraiment graves. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la véritable limite de sa capacité à apprendre et à changer? Pas seulement face à une blessure, mais face à chaque nouvelle expérience, tout au long de notre vie. Voilà, c'est une question qui nous intéresse tous sur notre propre potentiel. Si ce cours vous a aidé à mieux comprendre, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Merci beaucoup de votre attention et surtout, bonne révision.